Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue sur le cours de F6 KGL. Et donc ce soir, on voit la deuxième partie du chapitre 7 et on va parler individuellement de chacun des étages spécifiques radiofréquences. Donc c'est essentiellement oscillateurs, multiplicateurs et mélangeurs qu'on va retrouver finalement partout dans les montages. Euh, Voilà, après avoir vu la semaine dernière la partie amplification. Et on verra l'assemblage de tous ces étages, mais on commence un petit peu à voir comment ça peut se passer en toute fin de cours. C'est là qu'on verra comment s'organisent les différents étages l'un avec l'autre. Donc on va commencer déjà par les oscillateurs. Alors j'ai pas sorti ma boîte magique, j'aurais dû le faire. Par contre, je sais pas où ils vont être. Ah bah non, c'est pas là-dedans. Tu sais où ta boîte à quartz, tu sais où elle est passée? Ben, elle était là, en haut, sous les affiches, peut-être, regarde. Non, ah plus. Cette boîte à quartz. La mallette en bois là. Oui, 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 oui. Elle est là, en dessous. L'étage où il y a des câbles. Ah oui. Hop, voilà. Donc je prends ma boîte. Que je vais vous présenter tout à l'heure. Oui. Ouais, Oui. yes. Donc on va commencer par parler des oscillateurs. Et les oscillateurs, alors c'est quoi un oscillateur? C'est un colpic. Bah oui, pas que. Pas que, c'est un type d'oscillateur, le colpit. La définition, alors j'ai cherché une définition, mais que pas facile à trouver. Donc un oscillateur, c'est un circuit qui génère des signaux périodiques. Périodiques. Et donc, pour nous, dans le monde de la radio, ça sera des signaux sinusoïdaux. Sinus, oméga t plus phi. Ouais. Mais en tout cas, c'est du sinus, et parce qu'évidemment, on a aussi des générateurs, enfin des oscillateurs qui sortent du signal carré, du signal triangle, du signal tout ce qu'on veut, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ce sont des générateurs de signaux sinusoïdaux. Et important aussi, la fréquence, elle est soit calculée, soit elle est fixe. Enfin, en tout cas, on connaît la fréquence sur laquelle ça va fonctionner. Voilà, et il y a donc différents types d'oscillateurs. Il y a les oscillateurs à fréquence fixe, et que généralement, pour fixer la fréquence de manière précise, on va utiliser un quartz. On va voir juste après ce qu'est un quartz. Et dans ce cas-là, on appelle ça des VXO. VXO veut dire, alors X en anglais, c'est le X de Chris. Cristal. Hein, quand vous écrivez Noël, Christmas, vous écrivez Xmas. Et bien là, pour le cristal du quartz, puisque le quartz est un cristal, on va utiliser la lettre X. Donc les anglophones, ils écrivent Xtal pour dire que c'est du cristal. Et donc quand on parle de cristal, c'est du quartz. Et donc VXO, c'est un oscillateur commandé par quartz. Et le V, c'est quoi? Ben, c'est ça que je ne sais pas trop. Parce que V, pour moi, c'était variable. Mais si c'est quartz, c'est pas variable. Ah, c'est voltage? Voltage, cristal, oscillateur. Un VCO, c'est un voltage control oscillateur. Ah jure, oui, d'accord. Je te le jure hein, que c'est ça. Oui, oui, oui. Mais pourquoi voltage? Ben, parce que c'est un VCO, c'est un oscillateur à voltage contrôlé. Ah oui, c'est le voltage qui est contrôlé, c'est pas l'intensité, c'est la tension. Oui, monsieur.
Très bonne remarque. Merci, merci. Et donc après, en dehors de ces oscillateurs à fréquence fixe, on a aussi des oscillateurs à fréquence variable. Et alors là, dans ce cas-là, il y a plusieurs types. Soit c'est commandé mécaniquement, donc grosso modo c'est un condensateur variable, donc avec un petit bouton, on fait varier la fréquence grâce à la variation de la capacité, ou inversement, on peut aussi s'amuser à faire varier le noyau plongeur d'une bobine pour faire varier la fréquence. Bon, c'est un peu tordu, c'est un peu plus tordu, mais pourquoi pas? Tu peux Si, le voir ça- en se nanomètres. Ça existe. Hein, Ah ben oui, bien sûr, c'est un bien sûr. truc, Ah oui, oui, militaire. oui. Ah mais bien sûr que ça existe. Mais c'est quand même plus simple de faire varier un condensateur qu'une bobine. Voilà, c'est Ah, tout. C'est sûr. Et donc pour du matériel simple, on va utiliser un condensateur variable. Donc ça, c'est la bonne vieille méthode mécanique, le bouton. On tourne le bouton. Les premiers synthétiseurs musicaux, Ah bah c'était comme ça. c'était des VCO. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Pendant Jefferson Airplane. Voilà. Voilà. Et donc, ça c'est le premier type, et c'est les plus anciens, hein, c'est jusqu'aux années 70, grosso modo, où on a eu des commandes mécaniques. Alors, peut-être avec un démultiplicateur sur l'axe du condensateur, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et dans les vieux postes à lampe, c'était un système avec une ficelle, puisque il y avait l'aiguille qui se déplaçait de manière linéaire, et derrière, ça entraînait le demi-tour du CV. Voilà. Et puis, d'autre part, on a donc les fréquences commandées par une tension. Et cette tension, finalement, c'est une varicap. Donc on utilise une varicap, donc une diode spécifique dont la capacité varie avec la tension que l'on met à ses bornes, Sur la jonction. sur la jonction. Et donc ça s'appelle un VCO. Alors ça, j'ai bien compris, Voltage contrôlé. oscillateur commandé par tension. Hein, en anglais, Contrôle, alors voltage, contrôle, c'est tension. contrôle. Et donc, oui, contrôlé, oscillateur contrôlé, commandé par tension. Donc ça, c'est un VCO. Donc je vais utiliser une varicap. Et voilà, tout simplement. Et si je change la tension sur ma varicap, et ben je change la capacité. Et comme généralement la varicap elle est associée à une bobine, ben, ça fait changer la fréquence de l'ensemble. Et puis, donc ça c'est plutôt les années 80, par là, tout au début des années 80, avec ce système par VCO. Et quasi simultanément, on a eu l'apparition des oscillateurs commandés électroniquement. Mais je rectifie l'année d'apparition de la varicap. Déjà, quand j'étais au service, Oui, mais c'est on avait certain. Ça existe déjà. Ça existait, mais c'était pas super répandu quand même. Pas tout moins dans le matériel amateur. Chez Radio Prime, ils avaient déjà ça. Ah ouais. Hein. Je me rappelle, on avait acheté quand j'étais militaire. On avait construit des tout petits récepteurs FIP. Ils étaient très calés là-dessus. Ah oui, il n'y avait qu'une seule fréquence. Ah, ils étaient FIP. Donc, les oscillateurs commandés électroniquement sont apparus dans les années 80, avec, alors plus exactement,
le synthétiseur PLL dans les années 80 et je dirais début 90, avec des débuts un peu douloureux, les systèmes de traitement numérique. Donc tout est fait numériquement et ça s'appelle un DDS. En fait, c'est grâce à l'évolution de l'informatique et à la rapidité des processeurs qu'on a pu créer ce genre d'oscillateur. Évidemment, tant que l'informatique était balbutiante, difficile, et maintenant, il n'y a quasiment plus que ça. Il n'y a quasiment plus de PLL, ou tout au moins, il y a des PLL, mais dans des applications bien spécifiques. Bah, je ne me suis pas mis sur 144, je vais me mettre aussi sur 144. Voilà, donc ça, on va voir après en détail tous ces appareils, mais voilà, c'est bien pour vous mettre ça en tête. Je parle aussi du fréquence-mètre, parce que, alors même si j'ai pas vu de questions sur le fréquence-mètre, c'est important aussi de savoir de ce dont on parle. Donc le fréquence-mètre, ça mesure la fréquence d'un signal, tout simplement. Et concrètement, comment ça fait? Eh ben, ça compte les périodes. Et comme on sait quand on a un signal périodique, il y a des alternances positives et des alternances négatives, en fait, ça va compter les alternances, alors positives ou négatives selon, tout simplement. Et ça, alors évidemment, ça les compte, mais ça les compte pendant une période, une durée de référence bien définie. Et tellement bien définie que plus elle est précise, plus l'appareil est précis. Et de même, plus la durée de comptage est longue, plus la définition de la fréquence est précise. C'est-à-dire que si on veut avoir une précision, une lecture à 1 Hz, il faut que l'on puisse lire pendant 1 seconde. Au minimum. Alors maintenant, le problème, c'est que maintenant, finalement, dans nos appareils, on n'a plus de fréquence-mètre, mais on a un système qui affiche la fréquence qui est générée par le DDS. Donc ça peut afficher des chiffres pas possibles, même après la virgule du Hertz. Le truc, il s'en fout, il va générer parce qu'il est prévu pour générer. Est-ce que pour autant la fréquence générée sera celle qui est affichée? Tout va dépendre de la précision de l'horloge du DDS. Si le DDS a une horloge pourrie, eh ben on est certain que la fréquence affichée, c'est du pipeau. Donc ça ne sert à rien d'afficher des dixièmes de Hertz si derrière le système... S'il dérive, quoi. Ben, s'il dérive, ouais. Parce que faut bien voir que pour obtenir une précision inférieure à 1 millionième, donc un ppm, on commence un petit peu à rigoler. Au moins. Comment? C'est inversement proportionnel. Voilà, c'est inversement proportionnel à la... Pour la rigolade. Voilà, à la rigolade, ce truc-là. Donc voilà, c'est pour vous fixer une idée de ce dont on parle. Et donc rappelez-vous que quand on parle de fréquence-mètre sur les TX modernes, il n'y a pas de fréquence-mètre là-dessus. C'est en fait, c'est l'affichage du générateur relié au DDS. Pour revenir au quartz, pour vraiment avoir une fréquence précise, on a pris l'habitude de les stabiliser en température. Oui, enfermés dans une enceinte thermique. Voilà, et puis on fait chauffer on fait chauffer à 50 degrés par exemple. Bon, c'est pas loin. C'est pas loin. En fait, c'est la température maximum que peut atteindre l'environnement du quartz. Voilà. Mais là, quand tu parles de génération, d'un générateur de fréquence, oui. On est dans l'analogique ou le numérique?
Enfin, Ah bah maintenant on est qu'en numérique. Hein. Parce que ça veut dire qu'il y a une fréquence d'échantillonnage, il y a des... Ah oui, 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 Tout oui, ça. oui. Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors les quartz, alors je vous ai mis ça en italique parce que bah, j'ai pas de questions à l'examen et c'est normal. Mais c'est je un peu pense que c'est complexe. intéressant de savoir de quoi on parle. Pour l'histoire de la taille des quartz, c'est un peu complexe parce qu'il y a des angles Ah ouais, ouais, je précis. les ai mis là. Là, j'ai mis les différents axes de taille des quartz. Et selon l'axe que l'on prend, bah, ça donne pas le même résultat. Enfin, tout au moins, on n'obtient pas les mêmes épaisseurs. Pas seulement ça, mais un quartz, il a une propriété particulière, c'est que si on lui donne un choc, il renvoie le choc, mais en même temps il génère. Une petite tension. Oh non, 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 non. Les briquets, tu te ramasses Une châtaigne, ouais. Ah oui. Et les allumeurs Ouais, ouais. pour les cuisinières aussi. Par contre, si on change d'axe, eh ben, on se rapproche de la particularité du quartz en optique, il est biréfringent. C'est-à-dire, on rentre un rayon, il en sort deux. Sur une face et de l'autre côté, il en sort deux. Il a 6 pans et il a une troisième fonction, un troisième axe, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait lui. Ah, ça, je sais pas. Alors le quartz, ça explique, si on lui donne une châtaigne, ben, il se contracte, mais Oui. il revient en position. C'est le cas des quartz qu'on utilise pour les stabiliser la fréquence, Ouais. parce qu'il ne peut vibrer qu'à Une seule fréquence, ouais. voilà, qui est donnée par L'épaisseur. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça faut comprendre le quartz. Ah, c'est assez particulier comme Donc, caillou. le quartz, déjà, c'est quelque chose, c'est le seul composant, finalement, qui existe sous forme naturelle. Il y a des mines de quartz. Voilà. Mais oui, Il y a des mines de quartz. les plus beaux ont été trouvés, enfin ceux en termes de qualité, Ouais. je veux dire, ça a été trouvé au Brésil à la fin pas du siècle dernier, mais de l'autre d'avant. Ah ouais. J'ai mon ancien boss, il en avait une pleine Une. pièce que son père avait été Récupéré. récupéré directement au Brésil parce que il avait besoin de ses quartz pour ses instruments. Ah ouais. Donc, c'est du cristal de silice. Donc, voilà, le symbole chimique, c'est SiO2. Et cette structure cristalline, ça ressemble étrangement à la structure cristalline du silicium et du germanium qu'on avait vu. C'est foutu comme ça. Et si bien que dans la nature, le quartz, voilà, ça a cette forme-là. C'est du cristal de roche. Alors qu'il peut être avec des couleurs aussi. Parce que quand il est pas pur, quand il y a d'autres choses que la silice, Il y a des inclusions. il y a des inclusions et du coup, alors ça peut-être intéresser les joailliers, mais ça nous intéresse pas nous. Parce que nous, on veut de la silice pure. On le donne. On le donne. Voilà. Il y a une propriété aussi sur le quartz, c'est que si on le réchauffe au-delà d'une certaine température, il devient amorphe. C'est-à-dire qu'il perd toutes ses qualités. Oui, parce que ça doit casser les. Ah ben, l'arrangement moléculaire Ouais, change complètement. Ouais, est cassé, ouais. Mais par contre, ça conserve ses propriétés optiques. Ah ouais. Parce que le quartz laisse passer l'ultraviolet, contrairement au verre. L'ultraviolet, il est bloqué net. Si tu as des lunettes en verre, tu es protégé contre les UV. Hein. C'est pas la peine qu'il soit sombre. Mais il faut que ce soit du vrai verre. Donc concrètement, mes quartz là qu'on va trouver finalement sous forme de composants comme cela, c'est quoi? C'est une lamelle de quartz. Donc après, le quartz là, on le coupe, on le tranche à la bonne épaisseur, et on va mettre de chaque côté des lames d'un condensateur. Donc ce sont les deux fils là qui sont reliés.
et on va mettre le tout dans une petite boîte Alors, métallique. les deux lames, en ce qui concerne les petits condensateurs que tu as à gauche, ce sont du métal évaporé sur la lame de quartz directement. Ah, ouais, Et là-dessus, il y a un fil et on fait une goutte de soudure là pour pouvoir faire, pour faire le contact ouais, pour faire le de contact. part et d'autre. Et donc ça, c'est pratiqué sur ces petits quartz là-bas. Donc voilà, sur ces quartz-là. Par contre, sur les quartz de l'armée, là, Oui, c'est bah les gros, sous- on va sous voir. Oui, pression. oui, oui, oui. On pas va, pareil. on va en démonter un. Donc ça, du coup, c'est à la fois le schéma du quartz, mais ça montre bien comment c'est foutu à l'intérieur. Ah oui. Donc dans le quartz, le courant, vous vous souvenez que alors on l'a pas encore vu complètement, mais le courant dans dans l'air ou dans le vide, enfin tout le moins les ondes électromagnétiques se propagent à 300 000 km par seconde, Vitesse de la lumière. vitesse de la lumière. Dans un courant électrique dans un câble coaxial, ça va circuler à une vitesse plus petite, grosso modo 200 000 km par seconde. Pour faire simple, mais ça va varier selon, La nature. selon le câble coaxial qu'on utilise. Voilà. Et là, dans mon quartz, le courant, il circule à 5700 mètres par seconde. Donc ça va très 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 lentement. Et c'est cette vitesse très faible qui va donner la propriété des quartz. Donc, on le disait tout à l'heure, l'axe de taille des quartz est importante, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'axe X. Alors, l'axe X, c'est la coupe X qui est là. Donc ça, c'est si on a notre quartz avec, alors, le Z, donc c'est dans la pointe. Le X, c'est dans la côté d'une arête, et le Y, c'est côté d'une face. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les quartz qui sont dans la coupe X, donc la coupe perpendiculaire aux arêtes. Et donc perpendiculaire. Non, pardon, la coupe X, elle est perpendiculaire ici à la face, et c'est pour ça qu'on appelle ça la coupe X, parce qu'elle va être, enfin tous mes quartz vont être finalement en enfilade dans la direction. Voilà, Toutes les tranches, voilà. de biscotte, ça va être comme ça. Tout aligné. Tout aligné. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Ça, ce sont les autres coupes qui ont d'autres propriétés, mais qui ne sont Pas utile pour nous. pas super utiles pour nous. Ce qui est utile pour nous, c'est cette coupe X. Et donc la fréquence du quartz, qui est indiquée ici sur le capot, hein, va dépendre de l'épaisseur de la lamelle, puisqu'on connaît la vitesse de propagation des ondes dans le quartz. Du coup, avec l'épaisseur, on va connaître au bout de combien de temps le quartz, l'onde va finalement sortir du quartz. Et en fait, c'est finalement une ligne à retard. Alors pour les anciens, on avait ces systèmes-là dans les télés notamment. Et donc ça ressemble plutôt à une ligne à retard. Même si c'est pas complètement. Est-ce que plus loin on parle des overtones ou pas? On peut en parler rapidement. Alors déjà, avec l'épaisseur, parce que évidemment, plus on veut monter en fréquence, plus l'épaisseur du quartz va être fine. Papier cigarette. Voilà.
Et là, on va peut-être avoir des problèmes. Ah ben limite fréquence. Et puis limite surtout, physique. limite physique, et du coup, mécaniquement, on ne peut pas faire une lamelle trop fine, sinon ça casse Alors pour et grimper, ben, ce qu'on fait, c'est on le passe sur une fréquence harmonique. Voilà. Et donc les vrais quartz, enfin le quartz, la, La fréquence la fondamentale. fréquence fondamentale, grosso modo, elle est aux alentours de 20 mégas. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 mégas, la lamelle est trop fine, Trop mince. et on va utiliser ce que l'on appelle des overtones. Alors overtone, C'est au-delà oui, ça veut dire enfin c'est la traduction au-delà de la fréquence. au-delà de la fréquence, donc c'est des harmoniques. Voilà. Donc on va utiliser, si vous avez un quartz qui est marqué par exemple 100 mégas, vous êtes certain que c'est un harmonique. Overtone. Un overtone, et après il faut chercher une petite indice qui vous dira quelle harmonique, pour quelle harmonique il a été taillé. Et donc, pour terminer, donc les quartz fonctionnent grâce à l'effet piézoélectrique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fameux effet piézoélectrique. Alors, piézoélectrique, Monsieur Piézo, il n'existe pas. Le terme piézo, ça vient du grec piésine, qui veut dire appuyer. Ben voilà. Press en Turkey. Voilà. Piezo en Turquie. Voilà, donc, et lorsque l'on appuie donc sur le quartz, c'est typiquement ce qu'on a fait dans un briquet ou dans les allumes-gaz, il y a des charges électriques qui apparaissent sur les faces, et c'est ça qui vous fait l'étincelle dans les briquets ou dans les allumes-gaz. Alors là, il y a une parenthèse, c'est que les éléments piézo Ouais. ne sont pas dans les briquets, ils ne sont pas en quartz. C'est une céramique. Ah oui, oui, non, bah parce que c'est pas. Des propriétés semblables. Oui, oui, c'est une propriété, c'est un effet piézoélectrique. Voilà. Mais c'est tout. C'est comme les microélectrètes, c'est pareil. Voilà. Et inversement, si une tension est appliquée aux faces du quartz, la lame se dilate ou se contracte selon la polarité, si on met une polarité positive ou négative sur le quartz. Et là, on a ce même phénomène avec d'autres, enfin généralement ce sont des polymères, donc des plastiques ou des céramiques. Elles ont de solidité aussi. Qui ont une, qui ont. Et dans les montres à quartz, c'est des tout petits quartz qui ont pratiquement toute la même fréquence. Et ça, ce sont des lames taillées. Ah ouais. On n'avait pas au début des premières Timex, ou je ne sais plus Ouais. comment elles s'appelaient, avec l'affichage à LED rouge. Ouais, ouais. Eh ben, c'était ça. C'était des vrais quartz. Allez, on va faire l'autopsie du quartz. Ah, On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas de quoi il est mort, donc c'est pour ça qu'on va faire une petite de autopsie. brutalité. Autopsie voulant dire je vois par moi-même. Alors là, je vous ai ramené une. Ça, c'est notre petit musée, ça, interne. Donc ça, c'est une boîte à quartz. Alors ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Une jolie boîte à quartz. Ah bah dis donc, tu sors armé toi. Je sors armé, ouais. Alors, attends. Parce que là, j'ai des reflets. Ça vient de l'armée, justement. J'ai des reflets. C'est pas génial. Hop. Ah non, dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez il y a des références. En fait, ça, c'était des quartz. Ah, voilà. Il y a un quartz. FT quelque chose. Là, il y a marqué FT 243. Et Alors. c'est pour alors Chanel, donc c'est le canal 350. Voilà. Donc ça, c'était toute une batterie de quartz interchangeable que l'on prenait et qu'on mettait sur l'émetteur ou le récepteur Voilà.
pour Avoir une référence. avoir la référence. Donc c'était un multicanaux avec sélection manuelle. Voilà. Donc ça, bon, je ne sais pas trop, je pense que c'est dans les années juste après-guerre, ça. 40 déjà. 40 peut-être, je sais pas. Mais enfin, cette boîte-là, elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Je sais pas trop de enfin, d'où ça provient. Mais voilà, déjà il m'en manque un petit peu. Là ici, je vous ai rajouté quelques petits quartz plus modernes. Alors celui-là, il a été un peu cabossé. Je pense on a essayé de l'ouvrir parce que là il y a un point de soudure. Et puis ça, ce sont des quartz classiques, des 4 mégas. Donc ça, c'est des quartz informatiques. Je t'avais ramené moi des quartz sous verre. Ouais, ouais. Et là, j'ai un joli quartz où il y a marqué dessus. Alors, il y a marqué quoi? RFKE 1600. Fréquence FRK. Oui, oui, enfin RF, donc radiofréquence. KC, ça va être kilocycle. Oui, exactement. Et 1600, Kilocycle. ça va être le 1600 kilocycle. C'est ça. Et là, il y a marqué numéro 6332. Bon, Bon, je ne sais pas ce que c'est. C'est une référence militaire. Voilà, donc je me suis amusé à le démonter. Donc on va le démonter. Petit zoom. Alors, Rest in peace. ouais, c'est pas trop mauvais. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'ouvre un petit ressort. Ça, c'est ce qu'on appelle le ressort de compression, qui va faire en sorte que tout mon système à l'intérieur va bien être collé et que ça ne va pas bouger, notamment quand il y a un choc. Ah bah Ok. oui. Et puis à l'intérieur, là, je commence, donc je retourne ma boîte. Alors, voilà. À l'intérieur, je vois là, il y a deux pattes, donc il y en a une au-dessus et une en dessous. Je ne sais pas si on la voit. Voilà, dans l'autre sens, ouais. Voilà, on la voit bien. Voilà. Et ces deux pattes sont reliées. Alors, on voit peut-être pas. Si, on voit aux électrodes extérieures, hein, qui sont là. Voilà mes électrodes. Ok. Et puis donc à l'intérieur, j'avais, alors c'est parti à l'envers, donc je vais vous les remettre à l'endroit. Donc ça c'est un morceau de bakélite ou je sais pas quoi, enfin un isolant. Je pense que c'est de la bakélite, Ouais. vu la couleur et la forme. Ça va faire que ça. Voilà, de la bakélite. Ici la plaque du condensateur, du premier condensateur du dessus, un cadre qui maintient le quartz Position. que voici, que voilà. Vous voyez le quartz là sur 1600 kHz, l'épaisseur du quartz. On la voit. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça fait moins d'un millimètre. Ce qui veut dire que sur 20 mégas, ça sera 20 fois plus petit. Peut-être pas 20 fois, mais 15 fois, quoi, puisqu'on est à 1600 kHz. Et donc on peut supposer que ça va être un peu compliqué d'avoir quelque chose qui se casse pas. Donc voilà, ce quartz-là est dans ce cadre-là, Il est centré. pour qu'il soit bien centré, que ça ne bouge pas. Et ici, la dernière plaque. Et voilà mon quartz. Maintenu par le gros ressort. Maintenu sous pression par le gros ressort. Donc je remets tout dans l'ordre, comme cela. Hop. Ici, dessus, ma plaque de bakélite, le ressort, et je ferme le tout. Évidemment, je remets les deux vis là qui sont parties. Je remets les deux vis là que j'ai démontées pour pouvoir l'ouvrir. Et voilà.
Et ça marchait bien, ça. Ah bah ça, je l'ai fait marcher, hein. Ouais, ouais. Il est vraiment sur 1600, Ah oui. pas un poil près, parce qu'évidemment, comme il est démonté et que j'ai pas remis le ressort, la fréquence, elle est un petit peu. Enfin, comme en fait, enfin, c'est pas trop le quoi, enfin, je sais même pas d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est le fait que enfin, la fréquence, en tout cas, elle est le condensateur, je pense, devait être un tout petit peu plus faible. Et donc, du coup, l'épaisseur était un tout petit peu plus importante. Du coup, la fréquence était légèrement plus basse. Mais je suis pas certain que ce soit lié complètement au fait que le quartz ça soit plus sous pression. Alors, il y a une astuce pratiquée par les radioamateurs depuis fort longtemps sur les quartz de ce genre-là, ou d'ailleurs tous les quartz qui sont suspendus sur leurs électrodes, c'est qu'on rajoute un truc de bonne femme, le vernis à ongles. Pour pas que ça bouge. Non, on rajoute, ça gonfle l'épaisseur, Ah oui, oui, et donc il vibre plus bas. oui, oui. Il y a aussi le mercurochrome qui marche bien. Oui, aussi, parce qu'il est très, Voilà, très fine couche. voilà. Et du coup, ça fait gonfler un peu artificiellement Voilà. le condensateur. Donc ça, tu le combines aussi pour l'ajuster, sans Ouais. sortir la lime. Voilà. Je repasse sur le PDF. Voilà. Et on continue le cours. Alors, là, j'aurais dû le mettre en italique. Je ne l'ai pas mis en italique. Mais normalement, à l'examen, on n'a pas de questions sur les schémas. Ça, c'est un schéma qu'on appelle un schéma fonctionnel. Tout ce que l'on a, c'est vraiment des schémas de type synoptique, mais rarement, très rarement, des schémas fonctionnels. Détaillé comme ça. En tout cas, ça, je vous ai montré ici les différents types d'oscillateurs. Et donc ça, c'est des oscillateurs. Alors là, un oscillateur fixe à quartz. Le quartz, il est là. Là, je l'ai mis ici, mais voilà, on verra tout à l'heure que on n'est pas obligé de faire des montages de ce type-là. Ça fonctionne. Et ça s'appelle un montage Colpitts. Le montage Colpitts, c'est parce que la réinjection se fait à ce niveau-là. Ici, il y a deux condensateurs qui renvoient ici en phase sur l'émetteur. Voilà, donc ça, c'est un générateur Colpitts. Voilà, c'est ces deux condensateurs là, enfin cette espèce de pont de condensateur qui renvoie ici en phase sur l'émetteur. Ça, c'est le Colpitts. Donc là, j'ai mon quartz qui émet sur une fréquence, enfin qui oscille sur une fréquence. Ça va. Il est polarisé avec le pont de. Il est polarisé ici avec le pont. Alors plus exactement, c'est la base qui est polarisée ici avec le pont de diode. Et donc on a le condensateur qui est là et qui va osciller, qui va vibrer. C'est pas du diode, ça. Pardon? Ah non, il n'y a pas de diode là. Tu parlais d'un pont de diode. Non, un pont de résistance, pardon. Oui, J'ai dû. là d'accord. C'est un pont de résistance. Là, ben, c'est fini. Et là, Alors, je comprends plus. Et là, en sortie, j'ai un circuit oscillant qui peut soit osciller sur la fréquence du quartz, tout va bien, ou sur une fréquence harmonique. Et dans ce cas-là, je vais faire en sorte que mon transistor là soit monté en classe C. Là, si je le fais osciller ici sur ma fréquence du quartz, je vais le mettre en classe A, mon transistor. Et si je veux le faire osciller, enfin si mon circuit oscillant, je veux le faire osciller sur une fréquence harmonique, je vais positionner la tension de repos
comme si je veux, enfin, de telle manière que je veux avoir une amplification en classe C. Pour Si ça, je comprends bien, c'est parce que justement, il génère un niveau élevé d'harmonique. Oui. On le montrait en Ouais. classe C. Ouais. Mm. Donc ça, c'est le système Colpitts. Le système clap, bah, ça ressemble un petit peu, puisqu'on a toujours nos deux enfin, une sorte de pont ici de condensateur. en parallèle sur une bobine. Voilà. Alors à la différence, c'est que le clap, il est plutôt utilisé ici avec une sortie sur l'émetteur. Donc il est plutôt utilisé en collecteur commun. Et là, les deux condensateurs variables sont indépendants. Non, il n'y en a qu'un. Bah en fait c'est qu'un seul, c'est un double cage ça. Oui, c'est ça. C'est un D'accord. double cage. Oui, ok. Donc c'est le même, enfin c'est deux condensateurs mais qui sont mécaniquement l'un derrière l'autre quoi, couplés. Mais on peut très bien imaginer aussi deux condensateurs, enfin avec deux, enfin je vois pas trop l'intérêt mais Non, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Et là, les condensateurs variables 1 et 2 ont la même valeur. a priori oui. Voilà, donc ça c'est le système clap. Alors pourquoi ces noms-là? Parce qu'en fait ce sont le nom des personnes qui ont déposé les brevets, hein, tout simplement. Donc ça c'est clap. Hartley, lui, Davidson. c'est pas Hartley Davidson, non. Lui, au lieu de prendre au point milieu ici entre les deux condensateurs, il prend sur un point milieu de la bobine. Et là, comme c'est une bobine, là du coup je me suis amusé non pas à mettre, parce qu'on peut aussi utiliser deux condensateurs variables comme ça, hein. Là du coup j'ai utilisé deux varicaps, tête bêche, et ici un potard pour régler la tension de commande de mes varicaps. Et ça marche très bien ça. Mais le principe du Hartley, c'est que c'est le point milieu, enfin c'est réinjecté par la bobine, quoi, et non pas par les condensateurs. Et là, à la différence entre les deux, ici, ça j'ai mis un FET. J'ai mis un transistor effet de champ. Mais c'est pas parce que c'est un Hartley que c'est FET, hein. C'est Hartley, là, c'est ce système-là, c'est le point milieu ici sur la bobine. Ça, c'est Hartley. Et ici, la réinjection par le point milieu du condensateur, ici, ça c'est clap. Et ce système-là, en fait, c'est d'abord Clap qui a déposé son brevet. C'était quelque chose qui était stable, mais pas encore très stable. Et le plus stable, c'est Colpitts. Donc l'ordre de création, Clap et Hartley, c'est quasi simultané. Et Colpitts, c'est, je sais pas, 3-4 ans après, quoi, histoire de dépatouiller et puis d'essayer d'autres. Mais on voit bien que c'est toujours un peu la même idée, hein. C'est toujours un peu la même idée, hein. Et pour tous ces systèmes-là, on est bien sur une réinjection en phase. C'est ça qui fait que le système, en fait, se met à osciller. Parce qu'on réinjecte en phase. Alors, donc ça, je vous ai mis la trombine. Alors Clap, il a aussi travaillé à la suite sur les oscillateurs à quartz contrôlés en température. Donc c'est Clap qui a utilisé, voilà, c'est ça, qui a essayé de rendre plus stable ces oscillateurs, puisque c'était la critique qu'on lui avait faite au départ. Et Hartley, là, c'est des travaux donc de 1920 à 1936. Il a publié plusieurs travaux sur les oscillateurs.
Et donc le brevet du générateur d'oscillation, c'est 1920 par Colpitts. Mais ils sont tous à peu près... alors, il n'y en a qu'un seul qui était radioamateur, c'est Clapp. Enfin, tout au moins qui avait un indicatif radio. Donc voilà, une petite trombinoscope. Voilà, ils ont tous travaillé du coup, grosso modo, entre les deux guerres, quoi. Alors, les facteurs affectant les conditions de stabilité des oscillateurs, alors ça, il y a quelques questions vraiment, mais qui sont très anciennes, donc je pense qu'elles ont été retirées depuis. Évidemment, la variation de tension de l'alimentation. Si vous vous amusez ici à faire varier la tension d'alimentation de votre oscillateur, il y a toutes les chances que, du coup, la fréquence dérive. Peut-être un peu moins avec le quartz, mais en tout état de cause, notamment si vous avez des varicaps, là c'est certain. Si vous faites ici si vous faites varier la tension d'alimentation de la tension de commande, vous êtes certain derrière que vos varicaps elles vont bouger. Ça va être une modulation de fréquence. Là. Ouais, mais c'est peut-être pas voulu. Voilà, donc première chose, là, problème de variation de tension d'alimentation, d'où l'utilité de bien soigner ce qu'on appelle le découplage, là, le filtrage, et là que l'on a mis ici et ici, donc le condensateur de découplage, et ici le condensateur de découplage, et la bobine ici de choc, donc la bobine qui évite à la HF de remonter à l'alimentation. Et ça, on l'avait vu notamment dans les amplis, parce qu'un ampli, ça, un oscillateur, ça consomme rien, donc à la limite, ça se voit pas trop. Mais sur l'ampli final, si on met pas ça, on est certain que toute la HF qu'on module va remonter dans tous les systèmes d'alimentation, et notamment dans l'alimentation de l'oscillateur, et donc ça va faire bouger la fréquence de l'oscillateur. Donc attention à ça. Et puis on a la variation de température des composants. Du transistor déjà. Pourquoi? On a déjà vu que lorsque le transistor chauffe, son gain augmente. Alors, je ne suis pas certain qu'il y a un lien de cause à effet avec la variation de fréquence, mais peut-être que, on ne sait pas. C'est pas la peine de tenter le diable. En tout état de cause, le quartz, lui, il est très sensible aux variations de température, c'est-à-dire que plus la température augmente, plus la fréquence va diminuer. Ouais, il va gonfler. Le quartz gonfle quand il chauffe. Donc ça diminue. Donc la fréquence diminue. Et donc la solution pour le quartz, et alors le problème aussi, c'est que quand il redescend à sa température ambiante de 20 degrés, pas de peau, il ne revient pas à la fréquence d'origine. Il est légèrement décalé. Et si on le fait plusieurs fois, des milliers de fois, à un moment, le quartz, il n'est plus sur la fréquence sur laquelle il est affiché. Donc c'est un petit peu gênant, et du coup, ça c'est tous les travaux qu'a fait Clapp, c'est que on va faire en sorte de mettre alors ça s'appelle des quartz qui sont dans un thermostaté, mais il y a un truc, c'est oven, je sais plus quoi en anglais, c'est enfin il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme qui veut dire que le quartz il est mis dans une sorte d'enceinte. Il y a un
chauffer. Il y a un symbole comme ça qui. Oui, qui montre que que l'oscillateur est thermostaté. Et puis dans les trucs plus modernes, eh ben, on n'utilise plus de quartz, on utilise le GPS, puisque la constellation GPS, ils sont super précis en heures, en fréquence, et donc on va se servir de l'oscillateur finalement qu'il y a sur les GPS pour piloter l'oscillateur avec une sorte de PLL, grosso modo, qui est donc dompté, entre guillemets, par le GPS. La liaison se fait par une distance quand même Mais ça veut dire qu'il faut avoir une petite antenne GPS sur l'appareil, et que donc, a priori, c'est mieux quand c'est dehors. Oui. Parce que si c'est au fond d'une cave, ça va plus marcher. Et puis aussi, on a tous les problèmes liés au défaut de blindage, puisque si on a une bobine et on a un champ magnétique autour, et donc si on a un effet de main, c'est-à-dire le fait d'approcher sa main de l'oscillateur, va peut-être changer la fréquence de l'oscillateur. Et donc on va utiliser des blindages, donc des ferrailles, de la tôle. Généralement c'est du fer blanc, mais bon, de la tôle, pour éviter ces problèmes de blindage, ce que l'on appelle l'effet de main. Et aussi l'outillage qui sert à... Et l'outillage, voilà, l'outillage évidemment, éviter d'utiliser un tournevis métallique. Voilà, il faut utiliser des tournevis spécifiques en plastique. Le mieux c'est la fibre de verre. Oui, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Sinon, il y a le cure-dent aussi, hein, le cure-dent en bois, ça marche. Hein. Mais avant usage. Avant usage. Et on en arrive à nos systèmes d'oscillation commandés électroniquement. Donc la première génération, c'est grosso modo dans les années 80 où sont apparus ces premiers systèmes. Donc il faut un peu d'informatique là quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc ça s'appelle une boucle à verrouillage de phase. Donc phase, lock, loop. Hein, boucle à verrouillage, enfin lock c'est le verrou et phase à la phase. Ça marche. Donc une PLL. Donc ça c'est alors juste un truc, ça c'est un principe de fonctionnement. Donc c'est un synoptique. Et donc ça, il y a des questions là-dessus. Parce qu'il peut y avoir des synoptiques de récepteurs, par exemple, où on vous met tout un truc comme ça et on vous demande, enfin je ne sais pas la question, mais voilà, on peut avoir un truc autour de ce truc-là. Où on vous présente ça et on vous demande qu'est-ce que c'est. Et la réponse est... Le filtre passe bas, il fait quoi? En fait, derrière mon comparateur... attends, on va le voir, tu vas voir. Le système, c'est une boucle. Déjà, alors donc, moi j'ai mis des flèches dans ma boucle. Dans les questions d'examen, il n'y a pas de flèches. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel sens ça tourne. Voilà. Moi j'ai indiqué... Alors, je vous rassure, hein, sur les fils, il n'y a pas de flèche. Le courant, il va savoir vers où se diriger. Ah bah oui. Ça, on va le dompter lui aussi. Donc ici, on a le VCO. Donc c'est mon oscillateur commandé par tension. Ici, j'ai ma variation de tension. Ici, ma variation de fréquence. Hein, c'est ma variation de tension ici qui me génère ma variation de fréquence. Et ça, c'est la fréquence qui va m'intéresser. C'est ma sortie du générateur. Okay. Et donc c'est cette sortie de générateur que je vais appliquer à ma boucle. J'arrive ici sur un diviseur.
Le diviseur, il est très con, lui. C'est un diviseur logique. Je vous ai mis ici la manière dont ça fonctionne. Alors, pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est un compteur. Donc déjà, c'est un diviseur logique. Donc il ne connaît que des 0 ou des 1. Donc le signal qui arrive ici, qui est un beau signal sinusoïdal, puisque c'est ici un VCO, donc lui il va me générer un joli signal sinusoïdal, il va y avoir à l'entrée un machin qui va transformer ce signal sinusoïdal en signal carré, 0 ou 1. Et mon diviseur, il est très con, il compte. Là, par exemple, c'est un diviseur par 7. Donc, le 1, voilà, le 1, il compte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà mon 7. Il remet à 0 le compteur. Et ça repart. Et le fait de remettre à 0 le compteur, ça me sort une impulsion en sortie. Après 7, ici, 7 comptages. Et puis évidemment, si je mets un diviseur par 13, eh ben, ça comptera divisé par 13, etc. etc. Ok? Alors là, j'ai mis 7. En fait, si c'est 7, c'est parce qu'il y a un octet quelque part. Ah non, 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 non. C'est comme ça, non, parce que j'ai trouvé que ça sur Internet, un beau schéma avec ça sur Internet. Mais voilà, on pourrait. Et 7, à mon avis, c'est un chiffre très faible. Généralement, c'est plutôt divisé par 1000 ou. C'est des nombres très importants. Et donc, arrive ici une petite impulsion ici sur ma sortie. Cette impulsion sur ma sortie, je l'applique ici à ce système qui est un comparateur de phase. Que fait le comparateur de phase? Il va vérifier que le générateur que j'ai ici envoie en même temps les deux signaux. Alors concrètement, c'est une porte, alors on verra ça quand on fera les circuits numériques, mais ça c'est une porte XOR. Donc c'est une non-OU. Donc ça c'est par exemple la sortie ici, et ça la deuxième sortie. Et là, la non-OU, elle va faire en sorte que mes deux crénelages là soient décalés. Et s'ils ne sont pas décalés, automatiquement, ça va faire comme quand on avait vu nos ampliopes avec mon impulsion à largeur variable. C'est-à-dire que si mon VXO là est plus en avance, du coup ça va réduire ici la taille, et du coup la tension moyenne, elle, va diminuer. C'est pour ça qu'on met un filtre passe-bas. C'est que là, j'ai ici un signal carré, et après, je veux avoir juste la moyenne finalement, je veux moyenniser tout ça. Donc ça, c'est si mon signal ici arrive avant, ici, du coup, ma tension va diminuer. Comme ma tension diminue, je l'applique à mon VCO, ma fréquence elle descend. Jusqu'à temps que ça reboucle ici sur mon oscillateur de référence. Et tout le but du jeu, ça va être ici de faire en sorte que mon filtre passe-bas, il donne pas trop d'à-coups. C'est-à-dire qu'il corrige, mais sans donner trop d'à-coups, sinon le système ne va pas se réguler. Exactement. Alors le diviseur, il peut être composé de, si on a une très grande division. Ah oui, oui, de plusieurs diviseurs l'un derrière l'autre. Voilà. Ouais. Et puis après, ici,
Alors, on peut mettre ce que l'on veut. Ici, en fait, c'est le codage en binaire du nombre appliqué au diviseur. Donc, soit on peut avoir des roues codeuses ou un microprocesseur qui balance une information et voilà. Alors, à l'époque, au début 80, C'était des roues codeuses. non, on utilisait des switches. Ah oui, ou des switches, On ouais. avait 7, 8 sur le canal plus. Voilà, pour y arriver. Parce que on changeait ça toutes les semaines. Voilà. Et donc ici, j'ai un oscillateur à quartz qui va me générer mes tops qui correspondent ici à mon diviseur. Et le système, il va s'autoréguler finalement. Si évidemment on a bien calculé ici le filtre passe-bas et si on n'est pas trop dans les choux, enfin si le diviseur ici n'est pas trop déconnant. Ce qui veut dire ici que ma fréquence ici de référence, elle est largement en dessous de la fréquence sur laquelle je veux émettre. Puisque ici j'ai mon diviseur. Donc imaginons ici je suis à 14 mégas. Si je divise par 1000, je suis à 14 kHz. Et ici, mon quartz de référence, il doit me générer du 14 kHz. Alors ce que je peux faire aussi, c'est de mettre un quartz de 10 mégas, et avant le quartz et avant de l'appliquer ici, je mets aussi un diviseur. Et ça va bien marcher. Voilà la paix, Et après, ceux qui sont très compliqués, ils mettent à la fois un diviseur sur la fréquence de référence et sur la fréquence du VCO. Ça, c'est pour les gens qui sont super tordus. Mais du coup, ça a un panel pas possible de fréquences à générer à partir de ce système-là. À supposer ici que le VCO il puisse suivre sur les fréquences qu'on a définies. Voilà. Bon. Donc je rassure quand même, les questions vont poser ici sur ce système-là. Alors que j'ai monté comme ça, mais qu'à l'examen on peut avoir dans un autre, c'est-à-dire le VCO ici, puis le diviseur, enfin voilà, à d'autres places. avec les filles qui sont trop froides. Non, les filles, non, quand même pas exagéré. Mais voilà, donc si vous voyez diviseur, alors ce truc-là, là, c'est phi. Hein, c'est la lettre grecque phi qui veut dire comparateur de phase. Et donc on verra les portes logiques quand on fera le chapitre 8, donc la semaine prochaine. Et puis encore une fois, c'est cet oscillateur de référence qui va finalement donner la stabilité et la précision de l'affichage. Parce qu'encore une fois, l'affichage, ça ne va pas être un fréquence-mètre, ça va être ce que vous indiquez ici sur vos roues codeuses ou à travers votre microprocesseur. Donc, alors le diviseur, ça c'est certain, ça va bien marcher. Ce qui n'est pas du tout certain ici, c'est la stabilité ici de votre quartz. Parce qu'évidemment, si votre quartz n'est pas stable, tout votre système, du coup, va merder. Donc, ça c'est le PLL. Alors, j'ai pas vu les questions. Par pur, quelle est la valeur de tension qui est injectée au niveau du quartz? Alors, dans les oscillateurs à quartz, là, dans mes oscillateurs que j'ai fait, c'est 2 volts à peu près, 2 volts crête à crête. Mais voilà. On peut trouver un peu n'importe quoi. Tout va dépendre du montage qu'on a fait. Enfin, ça ne va jamais dépasser 5 volts. Mais en tout cas, voilà, ça ne va pas dépasser 5 volts, ça peut pas. Autre
autre type d'oscillateurs, ce sont donc mes fameux DDS. Alors, DDS signifie donc Direct Digital Synthesis, donc synthèse numérique directe. Juste un truc, en français, quand on parle de digital, ça veut dire relatif au doigt, et pas du tout numérique. Donc quand vous dites je fais du digital, ça veut dire vous faites quoi avec votre doigt? En fait, Ah non, ah ben, voilà, tu lèves ton doigt. 1, 0, 1, 0. Digit, bit. Ça Oui, vient mais de c'est- binary digit. Oui, qui- mais c'est de l'anglais. Oui, Mais en français, on dit numérique. oui, absolument. Absolument. Alors que j'entends partout, y compris des ministres, qui parlent du digital. C'est lequel d'Astérix qui parlait en numérique? Et on demanderait aux gens pourquoi c'est 1 et 0. Ouais, Ah là, ben, il n'y a rien. 0, il n'y a rien. C'est tout simplement parce qu'un ordinateur, c'est un ensemble d'interrupteurs, ouais. Et puis, des transistors notés en commutation. Si Voilà. ça passe, c'est 1, si ça passe pas, c'est 0. c'est 0. Point Voilà. barre. C'est la Vous base. avez appris l'informatique. Bon. Voilà. C'est V1, Et c'est c'est aussi V0. off-in en anglais. Donc, là, bah, c'est que du traitement numérique. Donc, j'ai un microprocesseur avec un petit algorithme, donc un programme, qui me permet de générer une courbe de sinus. Donc voilà, je dis à mon processeur, bah, tu me dessines une courbe sur telle fréquence. Et la bestiole, elle va te générer des chiffres. Alors là, j'en ai pris très peu. J'ai pris 4 valeurs. Évidemment, dans la vraie vie, il y en a beaucoup plus. Et là, par exemple, voilà, il m'a généré 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, etc. Voilà. Ça, il m'a généré ça. Il me l'a généré parce que, aussi, à une certaine cadence qui est fixée ici par le quartz du microprocesseur, qui est encore. Alors, est-ce qu'il est encore aussi à la bonne fréquence? Est-ce qu'il est bien stable? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'assurer. Ce qui est certain que s'il n'est pas stable et qu'il n'est pas à la bonne fréquence, et ben du coup, mon échantillonnage, il ne va pas être non plus à la bonne fréquence. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose qui est la notion de quantification? Parce Ça, que c'est après, ça. Tu as la fréquence d'échantillonnage. Ouais, Bon, avec les théorèmes de Newton. ouais, ouais. Mais pour atteindre 0, 1, 2, 3, tu as quand même plusieurs niveaux qui Alors là, correspondent au oui, principe oui. de quantification Voilà, la quantification, c'est le nombre de bits que de petites échelles, là, Escalier. de petits escaliers. oui, Là, c'est pour ça que j'ai dit j'en ai 4 ici, mais en quantification, dans la vraie vie, on arrive jusqu'à. 8 bits, 16 bits. Oui, et donc ça multiplie. Là, en fait, je suis sur 2 bits. Hein. Avec 4 chiffres, je suis sur 2 bits uniquement. Et normalement, les processeurs, en ce moment, ils sont plutôt, de DDS, ils sont en 16 ou 32 bits. Plutôt 32 bits. Et donc, ils peuvent traiter jusqu'à. Alors, 32 bits, ça veut dire 2 puissance 32 en différents niveaux. Donc, c'est un truc. C'est pas. Ici, c'est très moche, hein, ce que j'ai. Ah bah, Mais ça, c'est la théorie, ça. Ça, c'est pour expliquer plus facilement la théorie. Mais ça veut dire aussi que si on a besoin de générer une fréquence élevée, par exemple 100 mégas, il faut aussi, après, avoir un système qui te permette de générer. La fréquence va être supérieure encore, puisqu'il faut que tu génères plusieurs tensions pour dessiner
ta fréquence de 100 mégas. Il faut que tu en aies au moins deux, c'est-à-dire l'alternance positive, l'alternance négative. Au moins deux. Et puis après, au moins deux, ça fait pas quand même un superbe signal. Et généralement, on considère qu'il faut au moins 10 tensions différentes pour représenter une sinusoïde. Oui, parce que ce que l'on demande, là, c'est que le signal soit régulier. Oui. C'est pas tellement qu'il y ait une variation. Non. On fait pas de la hi-fi, quoi. Voilà. Oui, parce que derrière, on va mettre des filtres. Hein. Oui. D'ailleurs, ici, comme c'est ce qu'on appelle ça c'est le crénelage. Donc ici, j'ai mon processeur là qui me génère des chiffres. Ici, j'ai un système, mais dont on reparlera la semaine prochaine. C'est le convertisseur numérique analogique, CNA, qui d'ailleurs s'appelle en anglais CDA, puisque c'est pas numérique, c'est digital. Donc on appelle ça en anglais un CDA. On trouve CAN aussi souvent. Voilà. Alors CDA ou plutôt DAC, parce que généralement les Anglais ils aiment bien mettre convertisseur à la fin. Donc c'est le DAC. Et nous en français on appelle ça le CNA. Et donc le CNA c'est traduit ici le chiffre en tension. Et c'est au niveau du convertisseur qu'intervient le théorème de Nyquist. Exactement. Et donc après, comme ici j'ai un signal qui est relativement pourri quand même. Enfin, c'est pas beau. Minimum. C'est pas beau. Minimum syndical. Voilà. Et donc derrière, qu'est-ce que je fais pour éviter, parce qu'évidemment, dès que je vais avoir des crénelages quand même, je vais avoir plein d'harmoniques, générer des harmoniques. Et comment faire pour supprimer des harmoniques? Une seule manière, le filtre passe-bas. Puisque mes harmoniques sont systématiquement sur une fréquence au-dessus. Parce qu'en fait, le théorème de Nyquist concerne la fréquence d'échantillonnage. Oui, c'est la fréquence d'échantillonnage. Qui dit que si tu échantillonnes un signal sinusoïdal, ouais. Tu dois l'échantillonner du double. Voilà, du double. Du double de la fréquence. Bah oui, puisque pour avoir une alternance positive et une alternance négative au moins. Mais ça, c'est vraiment l'extrême. Mais dans la vraie vie, il ne faut surtout pas arriver jusque-là, parce que là, c'est la cata. On n'a plus de réseau. Donc les CD audio étaient échantillonnés à 44 000 voilà. Et sur 16 bits, c'était voilà. la norme. C'est la norme, ouais. Donc, algorithme, on a vu, échantillonnage, c'est ces chiffres-là. Le crénelage, c'est cette opération-là des différentes tensions générées par mon convertisseur. Et mon fameux théorème de Nyquist. Alors, quand on parle de Nyquist, en fait, on devrait dire Nyquist-Shannon, parce que, encore une fois, ils ont été deux. Ah merde. Nyquist, donc ça c'est Nyquist, il est là. Un signal analogique doit être échantillonné à au moins 2 fois la plus haute fréquence le constituant si on veut le convertir en signal numérique correspondant. Donc ça c'est 1927. Sous forme analogique. Voilà. Et Shannon, il énonce donc la limite théorique pour la compression d'une source. Donc c'est un peu la même chose. Ce qui fait intervenir la notion d'entropie. Voilà. Mais voilà, les deux ont travaillé à 20 ans de différence. Hein. Mais ils se complétaient merveilleusement bien. Voilà, ils se complétaient merveilleusement bien, sans se connaître, je suppose. Et donc on reverra évidemment toute cette partie-là la semaine prochaine, même s'il y a peu de questions à l'examen. Encore une fois, les questions à l'examen vont porter plutôt, quoique j'en ai jamais vu encore, sur le DDS et la manière dont... oui, alors là j'ai mis plusieurs fils, pourquoi? C'est que là j'ai mis mes fils
pour chacune des tensions, là, des 4 fils, pour chacune des... genre j'en ai 5, donc j'en ai un de trop. Ou peut-être la masse, peut-être. Peut-être la masse. Donc 1, 2, 3, 4 et la masse. Sinon, on peut embêter les gens et dire sur notre fil. Voilà, bon. Ça commence à se compliquer. Ça fait ça. Multiplicateur de fréquence, donc ça on a vu les oscillateurs. Voilà. Multiplicateur de fréquence, en fait c'est que, alors ça va marcher essentiellement pour mes fréquences fixes. Pourquoi? C'est que si j'ai une fréquence variable, il va falloir que je fasse en sorte que mon circuit ici en sortie, il soit aussi de fréquence variable. Ce qui va peut-être un peu compliquer les choses. Donc en règle générale, les multiplicateurs, ils sont plutôt sur des oscillateurs à fréquence fixe. Donc plutôt oscillateurs à quartz. Le principe c'est quoi? C'est qu'on va utiliser un montage en classe C qui est générateur d'harmonique. Et qu'est-ce que l'on fait? On récupère ici sur le circuit oscillant, non pas la fréquence à l'entrée, mais un harmonique. Voilà. Et donc, comme ce sont des harmoniques, ça ne peut être qu'un nombre entier. Et oui. Voilà. Et concrètement, on va avoir des multiplicateurs par 2, par 3. Si on a besoin d'un multiplicateur par 4, on va plutôt mettre un 2, puis deux multiplicateurs l'un derrière l'autre. Et puis après, par 5 au maximum, parce que après, on va peut-être avoir des problèmes pour ici filtrer et ne récupérer que la fréquence que l'harmonique qui va nous intéresser. Donc en règle générale, on se limite à 2, 3, 5 vraiment maximum. Et donc nombre entier. Si on veut multiplier par 9 par exemple, ça sera 3 puis 3. Ce qui va poser problème, c'est si je veux multiplier par un nombre premier. Mais si j'ai besoin de la fréquence de l'harmonique 11, d'une fréquence, je suis emmerdé. Je ne peux pas la générer. Et quand je dis 11, c'est encore un truc simple. Mais si vous prenez des nombres premiers beaucoup plus importants, ça ne marchera pas non plus. Alors juste pour rappel quand même, si vous faites passer votre signal, imaginons qu'il soit modulé, si vous êtes en FM, automatiquement le spectre va être, c'est un multiplicateur, donc ça multiplie tout, y compris si vous avez des variations d'excursion. La variation d'excursion du coup va être aussi multipliée. Mais évidemment, ce système-là, quand c'est modulé, alors généralement c'est plutôt le système d'oscillateur. Donc il n'y a pas encore de modulation sur le signal, mais imaginons qu'on veuille utiliser un multiplicateur sur un signal qui est déjà modulé en amplitude, alors que ce soit en AM ou en BLU, ça ne va pas marcher, puisque ici c'est un amplificateur en classe C. Et donc si je module en amplitude, j'ai une partie de mon signal qui va disparaître. Donc attention. Ça peut tomber, ça. Voilà. La question, par exemple, là, c'est j'ai un oscillateur de 3,5 mégas, un multiplicateur par 2, j'ai du 21 mégas, quel est cet étage? Si je veux obtenir du 21 mégas, là, donc 3,5 x 2, ça me fait 7.
Et qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ici du 21 mégas? C'est un multiplicateur par 3, tout simplement. Et évidemment, dans les réponses proposées, on va trouver des tas d'aberrations, mais voilà, la bonne réponse est le multiplicateur par 3. Ça, c'est une question qui est très ancienne déjà, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revue. Donc si ça se trouve, elle a été retirée de la base de données. Un mélangeur, c'est un... Alors ça, c'est quand même un truc assez tordu. Donc ça, c'est le schéma du mélangeur. Donc on a deux entrées, puisque un mélangeur, ça mélange. Donc il faut qu'il y ait deux choses. Il n'y en a pas trois, hein, il n'y en a que deux. Et la sortie est... alors, généralement, il y a des flèches pour indiquer où sont les entrées. Dans les questions d'examen, ça ne marche pas tous les coups. La sortie, c'est là où il n'y a pas de flèche. Et là, à l'intérieur, généralement, il y a une croix. La croix, c'est pour dire je multiplie des tensions. C'est la croix de la multiplication. Et donc un mélangeur, c'est un circuit multiplicateur de tensions. C'est-à-dire que en sortie, on va avoir la tension présente sur la première broche multipliée par la tension présente sur la deuxième broche. Alors que normalement, un amplificateur, si on met deux signaux sur la base d'un transistor, ça va additionner les deux signaux. Ça va les superposer et donc additionner. Là, on n'est plus dans le cas d'une addition, on est dans le cas d'une multiplication des tensions. Et, alors ça c'est une astuce mathématique, mais ceux qui font de la trigo devraient s'en souvenir. Quand on multiplie des sinus et des cosinus entre eux, eh bien ça donne des sommes de sinus et des différences de sinus. C'est une des identités remarquables des sinus et des cosinus. Et donc on va utiliser cette propriété des sinus et des cosinus pour faire du mélange. Un sinus multiplié par un sinus, ça donne donc un sinus plus un sinus et un sinus moins un sinus. Donc on va avoir finalement, en sortie ici, puisque là, quand on parle de tension, c'est vraiment la tension instantanée de chacune des entrées. Et quand on va parler en termes de fréquence, donc la variation de ma tension, je vais avoir en sortie, du coup, la somme des tensions la somme des fréquences et la différence des fréquences. Donc ça, c'est mon principe de base. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est un schéma électrique. Évidemment, le schéma électrique n'est pas à connaître pour l'examen. Ici, j'ai utilisé un MOSFET, donc un transistor un peu particulier. Je rappelle, le MOSFET, j'ai une entrée qui me permet de définir le gain du transistor. Et donc, ça, c'est l'entrée qui me permet de définir ce que j'ai à amplifier. Sur ma deuxième entrée, ici, au lieu de fixer par une tension fixe le gain, je vais appliquer mon deuxième signal. Si bien qu'en sortie, ici, j'ai la multiplication des tensions que j'ai ici à l'entrée. Et concrètement, ça va me donner ça. En sortie, j'ai ce système-là. Est-ce que ça, c'est une modulation d'amplitude, ça? Parce que la modulation d'amplitude, c'est une multiplication. Mais on voit bien ici, j'ai deux signaux. Alors, le signal en sortie, c'est ce qu'il y a. C'est la sinusoïde ici en rouge.
Donc on voit bien qu'elle est pas, elle fait que de bouger. Et en fait, elle est constituée. Donc en fait, j'ai deux signaux. En fait, c'est pas vraiment une modulation d'amplitude, Non. puisque les amplitudes sont les mêmes. Ouais. C'est une déformation. C'est la déformation du signal. Oui, c'est autre chose. Et donc ça, c'est l'addition de mes deux fréquences, ici, donc le signal rouge, et en pointillé bleu, là, c'est finalement le mouvement. C'est ça. C'est la moyenne, on peut dire. Comme une contrainte quoi, qui est appliquée aussi. Voilà. Et là, c'est la deuxième fréquence. Okay. C'est ma différence. Ma différence. C'est pas une modulation d'amplitude. Donc c'est pas, ça ressemble un peu, mais c'est pas complètement ça. Alors question à la con, c'est-à-dire que si on a les deux fréquences en sortie, quelles sont les fréquences qu'on a en entrée? Donc il y a une petite méthode, c'est assez. Donc on prend la fréquence maxi, donc la fréquence qui est donc l'addition, et la fréquence mini qui est la fréquence la soustraction. Donc on fait maxi moins mini et on divise par 2. Et ça me donne une des premières fréquences. La deuxième fréquence, c'est quoi? C'est F2 est égal à F max moins F1. Puisque je rappelle qu'une des fréquences, enfin, le principe c'est quoi? C'est qu'en sortie, on a F max qui est donc l'addition et F min qui est la soustraction. Donc si ici j'ai F1 et F max que je connais, ben j'en déduis F2. Ça marche bien, c'est un truc assez bestial. Et sinon, par tâtonnement, on arrive à retrouver quelles sont les fréquences que l'on avait à l'origine. Donc par exemple, à l'entrée d'un mélangeur, on a 5 mégas et 8 mégas. Quelle fréquence trouve-t-on à la sortie du mélangeur? Donc 5 plus 8, 13. Et 5 moins 8 ou 8 moins 5, et c'est pareil, 3. Parce que dans les fréquences, une fréquence négative ne veut rien dire. Donc en fait, on prend plutôt la valeur absolue de la différence. Alors, lors du mélange des fréquences, peut-on parler d'intermodulation? Alors, intermodulation, on verra ça quand on parlera des récepteurs. L'intermodulation, c'est un truc très tordu qui est plus lié au défaut, je dirais, au manque de linéarité des étages. Mais voilà, l'intermodulation, c'est un effet indésirable d'un amplificateur qui se comporte comme un mélangeur. Parce que normalement, un amplificateur, ça doit être linéaire. Dans quelles conditions quand mon amplificateur n'est pas linéaire. Comme mon amplificateur n'est pas linéaire, ça veut dire qu'il peut potentiellement multiplier les tensions présentes à ses bornes. Et donc il devient un mélangeur. Parce que justement, il génère des harmonies. Voilà. Inversement, et ça c'est une très vieille question, à la sortie d'un mélangeur, on a 2 et 22 mégas. Quelles sont les fréquences d'entrée? Les deux fréquences d'entrée donc du mélangeur. Donc là, 22 moins 2, ça c'est facile. Ça me fait 20. Divisé par 2, ça me fait 10. Et donc l'autre, automatiquement, c'est 12. Et d'ailleurs, on vérifie bien que 10 plus 12, ça fait 22, et que 12 moins 10, ça me fait bien 2. Alors, lorsque le mélangeur n'est pas parfait, et alors là, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que
que, alors, le mélangeur n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il ne multiplie pas exactement les tensions présentes à ses entrées. Parce qu'évidemment, pour multiplier parfaitement, ça se complique un petit peu. Enfin, le schéma et le réglage, il n'est pas très aisé, notamment si on veut avoir une grande, enfin, une utilisation sur une large bande, enfin, sur plusieurs fréquences, ou même sur une large bande. Et donc, s'il ne multiplie pas exactement, ou autre chose aussi, lorsqu'on a un amplificateur qui n'est pas linéaire. Hein, la semaine dernière, on avait parlé des amplificateurs et je vous avais montré comment rendre un amplificateur linéaire. Et s'il n'était pas linéaire, qu'est-ce que ça générait? Ça générait des harmoniques. D'accord? Là, c'est un autre type de problèmes qui sont là ce que l'on va appeler des distorsions dites quadratiques. C'est-à-dire que l'amplificateur ou le mélangeur vont du coup générer des fréquences qui n'ont pas lieu d'être. Un mélangeur, par exemple, va générer l'harmonique, enfin, l'harmonique 2 de la fréquence 1 et de la fréquence 2 en sortie. C'est l'histoire de fréquence image. Oui, c'est ça. C'est ça qui vient foutre le bordel. Et donc ça, c'est si... voilà, donc le mélangeur, il devrait normalement sortir F1 plus F2 et F1 moins F2. Mais comme il n'est pas parfait, il va sortir aussi l'harmonique 2 de F1 et l'harmonique 2 de F2, qui aura en sortie du mélangeur. Et si c'est mon amplificateur qui n'est pas linéaire, on a déjà vu la semaine dernière qu'il va sortir 2 fois F1 et 2 fois F2, mais peut-être aussi des harmoniques quadratiques comme des mélanges, et donc dans ce cas-là, il va sortir aussi F1 plus F2 et F1 moins F2. À des niveaux plus faibles, c'est certain, mais ça peut être gênant. Il y a eu des questions sur les fréquences images, je crois. Oui, il y a eu des questions. Donc ça, c'est les distorsions quadratiques, et puis après, on a aussi les distorsions cubiques. Et alors celles-là, elles ne sont pas du tout prévues dans dans les mélangeurs. Une distorsion cubique, c'est par exemple 2 fois F1 plus F2. Ou 2 fois F1 moins F2. Cubique parce qu'il y a 3 éléments, donc il y a 2 fois celui-là et 1 fois celui-là. Enfin, 2 fois F1 et 1 fois F2. C'est pour ça qu'on appelle ça cubique. Et donc tout ça, c'est dû au fait que mon mélangeur n'est pas parfait. Ou que mon amplificateur n'est pas linéaire. Et que je vais au-devant des emmerdes. Du dysfonctionnement itératif. Voilà. Alors quand c'est en réception, c'est pas trop grave, on s'emmerde que soi. Quand c'est en émission, c'est quand même un peu plus gênant. Écoutez, c'est facile. Les mettre, ça ne les moins pas. Bah, surtout, on emmerde tout le monde. Et puis, alors, il y a aussi des mélangeurs qu'on appelle des mélangeurs équilibrés, que l'on verra quand on parlera de la BLU, qui sont des mélangeurs un peu particuliers, parce qu'ils ne font pas que F1 plus F2 et F1 moins F2. Ils font ça dans des conditions particulières. Donc on en parlera un peu plus tard, mais voilà. J'ai préféré le rappeler là, on va en parler, mais il va falloir attendre un petit peu la fin du cours. Je vous ai mis alors sur le fichier Excel, est-ce qu'il est barré?
il est là. Hop, mélange. Je vous avais fait la semaine dernière ici les distorsions. Voilà. Et maintenant, j'ai aussi un petit fichier qui me fait les mélanges. Donc là, par exemple, j'ai deux signaux. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, 5 Hertz. Parce qu'il y a 5 sinusoïdes là sur ma période. 1, 2, 3, 4, 5. Donc jusque là. Là. Et là, j'en ai 9 là. J'ai mis 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et quand je regarde ici, ça c'est ma multiplication, j'ai fait un joli fichier Excel où j'ai dit, donc ça c'est mon premier, ma première sinusoïde, ma deuxième sinusoïde, et ici mon produit. Donc j'ai bien, si je fais 2, est-ce que ça marche là? Ouais. Donc c'est bien la colonne B ici multipliée par la colonne C que j'ai mis ici. Alors je vous ai rajouté des tas de trucs ici, c'est pour que sur mon graphique ici ça s'affiche au bon endroit. Et ça normalement il n'y a pas besoin, j'en ai pas besoin, mais en tout cas c'est B multiplié par C. Et ça, cette formule-là, je l'ai recopiée jusqu'en bas. Toujours la même formule que j'ai recopiée jusqu'en bas. Et donc ici, je peux changer, par exemple, je mets 7 et 3. Et voilà. Et donc ça me donne une autre courbe que voici ici. Alors par exemple avec mon 7 et mon 3, donc ici j'ai 7, ici j'ai 3, donc il faut que j'aille jusque, alors 1, 2, 3, donc il faut que j'aille jusque là, et là je vais compter le nombre de pointes qui va correspondre à la tension de ma fréquence maximum. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 plus 3 égale 10. Ça, je suis. Voilà. Et quand on veut regarder la différence de fréquence, on va compter ici le nombre. Enfin, ouais, il y a un mouvement quelque part là. Et donc, il y en a une crête ici, 1, 2. Là, elle n'est pas très sensible, mais elle est là. 3. Et voilà la quatrième. Puisque là, je m'arrête là. Alors, il y en a certains couples, c'est plus facile à vérifier. Si je fais 11 et 5, voilà. Ça, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Enfin bon, voilà. On peut s'amuser autant de fois qu'on veut. Ça, c'est de l'Excel, ça marche très bien. Et autre chose, parce que faire un multiplicateur, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc, quelquefois, on utilise des artifices. Et notamment, on va utiliser un artifice qui est utiliser une fonction qui n'est pas linéaire. Et par exemple, une fonction de mise au carré. C'est-à-dire qu'on a une pente qui n'est pas linéaire, mais qui a une forme un peu hyperbolique. Et donc, on a bien une addition sinus 1 plus sinus 2, et je mets ça au carré. Et quand on regarde ici ce que ça donne, eh bien on retrouve exactement les mêmes, des propriétés identiques, parce que derrière mon
mélangeur, tout simplement, je vais mettre un filtre sur un filtre bouchon sur la fréquence que je veux garder. Et donc, alors, mon problème ici, c'est qu'on voit que c'est pas super propre. Mais, alors, je vais reprendre mes... Parce que là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Je vais reprendre mon 7 et mon 3. C'était bien ça. Et je vais vérifier ici que j'ai bien 4 pointes. 1, 2, 3 qui est bizarre ici, 4. Puisque ici, je passe à la... enfin là, j'ai dépassé mon comptage ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Et des points, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai bien médit mon mélange. Il n'est pas aussi propre qu'il ne l'est ici, on est bien d'accord. C'est ici on a quasi du sinus. Ici on n'a pas du tout du sinus, mais on a des impulsions que l'on peut du coup utiliser pour alimenter un filtre bouchon par exemple. Et là, j'ai absolument pas utilisé une fonction multipliée. J'ai utilisé une fonction sinus 1 plus sinus 2 au carré. Je rappelle quand même A plus B au carré, c'est 2A2, A2 plus B2 plus 2AB. Donc le 2AB, il y a bien une multiplication. Mais ça, c'est pas un vrai mélange, c'est pas un beau mélange. Donc ça peut poser problème. Mais ça simplifie peut-être certains circuits. Donc voilà mon oscillateur. On va passer à la webcam. Hop. Changer la tension de la base, Ouais. avec le potentiomètre. Yes. Ça veut dire que tu vas changer la fréquence. Ouais. Alors, c'est bien ça. C'est bien ça, t'as tout compris. Alors, hop, plus. Ah, allez, viens là. Plus, et ici, le moins. Donc c'est un VCO. C'est un VXO, puisque j'ai un quartz. VXO. Et voilà, mon joli quartz. Wow. Et donc, je fais varier ma tension. Lorsque je fais varier ma tension, toc, à un moment, ça disparaît. Parce que je mets trop. Voilà. Enfin, je rajoute trop de tension et mon quartz ne marche plus. Et si je descends un petit peu, à un moment, ça ne marche plus non plus. C'est vraiment très sensible. C'est très sensible. Hein. Alors ça c'est... Alors j'ai pris 2 quartz. Alors, si je mettais ma petite lumière, ça irait peut-être mieux. Je sais pas si c'est mieux. On voit mieux. Pas certain. Non, c'est mieux comme ça. En revanche, je vais le mettre à la lumière ici. Voilà. Je vais vous mettre quand même le montage. Donc là, mon petit potard. Le transistor ici. Mon stylo, ça va être plus facile. Le transistor ici.
le quartz ici, ça c'est ma résistance de charge, et là, la sonde, je la mets juste sur le fil de la résistance de charge. Ici, j'ai un deuxième quartz. Alors, ce qui est très drôle, ça c'est un quartz de 5,08 mégas, hein, c'est marqué la fréquence. Si elle veut bien s'afficher, ouais, c'est pas génial. Dans le sens. Hop. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, 5,08 mégas. Et ce quartz là, bah, il me fait un signal pas trop mauvais. Je prends ce quartz, je mets maintenant le quartz de 4 mégas. Alors, je pense que ce qui diffère des deux quartz, ça doit être la valeur du condensateur qu'il y a dedans. Parce que maintenant, vous voyez, la tension, elle est nettement supérieure. Là, ici, 2,32 volts crête à crête. Alors qu'ici, je n'avais que... Alors, si j'arrive à la remettre... Ah ah. Allez. 1,24. D'accord? Ce qui veut dire que mon quartz ici de 4 mégas, il va être beaucoup plus difficile à régler. C'est-à-dire que si je remonte un peu ma tension, vous allez voir, hop là, un peu avant, voilà. Et là, quand on voit un signal comme ça, ici, grosse déformation. Parce que là, on a l'impression que c'est plus l'amplitude qui change. Ouais, mais regarde ici, à cet endroit-là, on voit bien ici que ce n'est pas sinusoïdal par rapport à ce que l'on a en bas. Ouais. Et ça, c'est un signe que j'ai une harmonique 2 très importante. L'harmonique 2, elle fait en sorte que mon signal, enfin, il n'est plus symétrique en haut par rapport à en bas. Alors que l'harmonique 3, elle va me changer, enfin me rendre soit un signal plus pointu ou plus plat, mais des deux côtés. C'est-à-dire ici sur l'alternance positive et sur l'alternance négative. Ça pourrait tomber, ça, par exemple. Ah non, non, non. On monte un signal. Non, 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 ça, non, non, mais là, on est vraiment au-delà de... Enfin, on est dans le plaisir de bricoler. Et sur mon joli appareil, j'ai en plus ma FFT. Et là, du coup, je vais pouvoir vérifier ce que je viens de dire, c'est-à-dire, est-ce que j'ai des harmoniques. Alors, hop, voilà ma FFT. Et donc, on voit ici, ça, c'est ma fondamentale qui est là. Et ici, j'ai mon harmonique 2. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, j'ai des petits trucs qui dépassent. Et ici, ça, c'est l'harmonique 3. Et ça, c'est toujours un petit truc qui dépasse. Mais on voit bien ici, ça, c'est mon harmonique 2. C'est bien ces outils modernes. Et là, quand même, elle est assez importante parce que là, quand on regarde ça, elle est à combien? Alors, c'est celui-là. Ouais, celui-là. Hop. Donc là, j'ai combien? J'ai 4. Donc ça me fait 20 dB. Là, j'ai de grosso modo 4, j'avais 3. Donc j'ai 12 dB à peu près. Enfin, une harmonique 2 ici à moins 12 dB. Ce qui est énorme. À moins 12 dB, ça me fait un taux de distorsion harmonique de grosso modo 25%.
Donc ça veut dire que j'ai rajouté une tension, un signal sur l'harmonique 2, donc sur 8 mégas, de 25% de la tension que j'ai sur ma fréquence fondamentale. C'est beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Donc alors maintenant, ce que je vais faire en sorte de diminuer cette harmonique 2 là. Donc je vais faire en sorte de la rater. Pour un total multitour là. Voilà. Et là, je l'ai diminué. Hop, j'en ai plus. Nom d'un chien. On est d'accord, Où elle est passée? Et maintenant, Où est-elle passée? je reviens sur mon scope et j'ai une belle sinusoïde. Donc, c'est magique. c'est quand même magique. C'est magique. Ok? Donc on se souvient bien, 12. Alors je vais revenir, essayer de la régénérer avec mon truc pourri là. Oh la gueule. Avec mon truc pourri. Hop. Ça apparaît. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc je vais maintenant revenir Sur la sinusoïde. sur ma sinusoïde pour vous montrer la tronche Ah bah ouais, affreuse de ma sinusoïde. Et maintenant, on va essayer de le faire sur Excel. Puisque j'ai mon générateur, mon joli générateur Excel. Donc je vais vous montrer comment, ce que ça fait, pourquoi ça fait ce signal-là. Alors, Excel là. Pop, pop. On voit pas les commentaires des. Ah non, bah attends, je vais revenir dessus. Hop, voilà, Excel, distorsion. Alors, on a dit point 25. Et après, il faut trouver le déphasage. Alors là, à la maison, j'avais trouvé que ça marchait pas trop mal ici si je mettais un déphasage de 57 degrés. Là, c'est calculé en radians. Donc, voilà. Parce que si je fais 0, pas de déphasage, ça me donne ça. Donc, c'est pas ça. Calculé autrement, lui. Comment? Excel. Ah bah oui, oui, oui. C'est des radians. Ah oui, oui, c'est en radian. Donc il faut s'amuser. Faire la conversion. Voilà, ça peut être 0.8, donc ça me fait 45 degrés à peu près de déphasage. Ou un peu moins. Voilà. Je pense que c'est plutôt dans ces eaux-là, le déphasage. Voilà. Ou 60 degrés. Enfin, en tout cas, on voit bien ici, ça c'est ma fondamentale, donc mon quartz. Et ça c'est la fréquence générée par mon circuit. Mais parce que mon circuit, il est mal foutu, quoi. Il n'est pas. Mon oscillateur, il n'est pas bon. Et au lieu de me sortir cette fréquence-là propre, il me sort ça. Ça veut dire que l'oscillateur m'a généré ça en trop. Et ça, je vais me le retrouver plus tard. Hein. Et donc on voit bien là, ça ressemble quand même pas mal avec le signal que j'ai sur ma webcam. Qui est parti d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est fatigué, il s'est barré du coup lui. Ah, le revoilà. Alors attends, ouais. On va essayer de le remettre. Voilà. C'est l'histoire qui s'est emballé à cause de la température. Ouais, peut-être.
Allez. Voilà. Hop. Et on va le remettre. Alors, il est où? Voilà. Bon. Ça ressemble un peu. C'est pas encore complètement ça. Mais ça doit. On est quand même pas loin du signal là. De ce que montre le calcul. Ouais. En supposant que c'est bien, parce que comme j'ai une lecture qui n'est pas extraordinaire sur la FFT, en espérant que ce soit bien 25% le taux de distorsion harmonique. Et tu t'es fait chier à relever toutes les valeurs. Hein. Ah ouais? Attends, mais c'est de l'Excel. Hein. Ça se recopie. Ouais, Donc voilà, la petite manip. La théorie et la pratique. La théorie et la pratique, exactement. Alors, hop, je reviens sur mon PDF. Bah, Voilà, donc quoi dire de plus? Bah non, bah c'est tout. Hein. Là, à la maison, là j'avais trouvé moins 15 dB. Bon, voilà. Je suis pas en moins 15, moins 12, je sais pas trop. Et puis donc mes deux quartz là, pourquoi il y en a un qui marche bien et l'autre qui marche moins bien? Aucune idée. Je pense que c'est la capacité du quartz qui doit être différente et pas adaptée au circuit. il est en infratone. Je sais pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, mon oscillateur là, il est bien réglé et il me générera pas trop de problèmes. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.